C'est sur un fait divers qui fit grand bruit et qui survint l'hiver 1888 que j'aimerais baser mon propos. L'affaire se déroule dans une villa de Sidi Mabrouk, près de Constantine, en Algérie française. Le 25 janvier 1888, Henri Chambige, un étudiant de 22 ans, a assassiné sa maîtresse, Madeleine Grill, une femme mariée de 30 ans. Et il est retrouvé, blessé, près de son cadavre, dénudé. Pour expliquer le meurtre, deux thèses s'affrontent. Celle, soutenue par le jeune homme, d'un double suicide raté, devenu crime passionnel, et celle, défendue par le mari et la mère de la défunte, de viol sous suggestion, hypnotisme ou drogue, on n'est pas fixé. À première vue, cet assassinat semble surtout relever du droit criminel, mais pas pour certains contemporains du drame qui y voient la manifestation d'un crime littéraire. Ce ne serait pas la première fois ni la dernière que les fils de la littérature et de la criminologie s'entrelacent. Les affaires Berthet et Lafargue aux affaires Papin, Roman et Fritzl. Les faits divers n'ont cessé d'inspirer aux écrivains certaines de leurs œuvres les plus fortes. L'intérêt de l'affaire Chambige est cependant d'un autre ordre. D'abord, parce que c'est apparemment la littérature qui inspire le meurtre et non l'inverse. Ensuite, parce que ce drame fait intervenir une représentation du jeune homme décadent telle qu'elle se répand alors dans la littérature fin de siècle en France et ailleurs en Europe. Pour étayer cette affirmation, je retiens 3 témoignages littéraires. Le premier vient d'Anatole France, dans un article publié à la Une du Temps le 11 novembre 1888 et intitulé « L'affaire Chambige, un crime littéraire ». L'auteur du crime de Sylvestre Bonnard y explique pourquoi, à son avis, l'affaire de Constantine appartient à la vie littéraire et relève de la psychologie morale autant que de la justice criminelle. D'abord, l'accusé est lettré. Il a publié en 1887 une étude sur l'œuvre des Goncourt, une étude pénétrante, ingénieuse et subtile, écrite dans un style à la fois difficile et sympathique. De plus, il lisait à ses amis, dans sa chambre d'étudiant, des pages d'un roman inachevé dans lequel il s'analysait lui-même et qu'il intitulait « La dispersion infinitésimale du cœur ». France poursuit par un long portrait moral de Chambige, première citation de l'exemplier. « C'était un malade et un orgueilleux. À 20 ans, il avait vécu une longue vie de lecture. Sa tête faible et superbe était pleine de rêves et d'images. Il a écrit depuis le crime l'histoire de son âme et raconté les aventures de son intelligence. Dès lors, bien que très éclectique dans ses lectures, il se rattachait assez étroitement à la littérature dite décadente. Malade de lecture, âme en proie aux livres, victime dévouée au papier noirci, il entra au régiment pour faire son volontariat et fut, comme on l'imagine, un détestable zouave. Les lettres décadentes et la philosophie symboliste ne sont pas de nature à exalter les vertus militaires. Puis, afin de démontrer que le meurtre de Madeleine Grill a été causé par une conception littéraire et dramatique de la vie, France établit un rapprochement entre l'affaire Chambige et un poème de Louis de Livron, un obscur précurseur du décadentisme. Citation numéro 2 de l'exemplier. Un poème d'amour, le poème d'un jeune arabe, ivre de joie parce qu'il est ivre de vie. Tel est celui-là. Il a un beau fusil, un beau cheval et une belle femme, et il ne désire plus rien, car il possède la plénitude des biens dont un être jeune et robuste puisse jouir au désert. Il goûte un contentement infini. Fou de joie, il met son fusil en bandoulière, saute sur son cheval, prend sa femme en croupe et se jette dans la mer. Ce barbare exquis voulut mourir en plein bonheur avec tout ce qu'il aimait. Chambige le raffiné, le décadent Chambige n'a pas rêvé autre chose. Ce rapprochement est bientôt suivi d'un autre, cette fois avec le poème « Les amants de Montmorency » d'Alfred de Vigny, pour lequel Chambige s'enthousiasmait, notant dans ses mémoires que ce serait une grande beauté de mourir comme cela, comme on nous admirerait. Car Chambige, indique France, pensait beaucoup à la postérité. La fin de l'article nous intéresse moins puisque le ton change, de curieux et détaché, il devient ampoulé et réprobateur. Exemple, citation numéro 3. Ce qu'il y a de particulièrement détestable dans l'acte cruel de la villa de Sidi Mabrouk, c'est qu'il se colore de littérature, c'est qu'il se revêt de brillantes couleurs de l'imagination et que le coupable se drape dans la pourpre de la poésie. Il y a un attentat odieux à la majesté des lettres. Et ce crescendo continue jusqu'à l'exclamation finale de France pour qualifier Chambige « Misérable, misérable, misérable ».
On ne retrouve guère cette condamnation indignée dans le deuxième exemple que je souhaite évoquer et qui s'appuie lui aussi sur une lecture décadente du crime d'Henri Chambiges. Pour l'auteur de cet autre article, également paru le 11 novembre 1888, mais cette fois dans le Figaro, l'enjeu est plus intime car l'affaire de Constantine recoupe la trame de l'œuvre que cet écrivain, bientôt sacré prince de la jeunesse, s'apprête à construire. Je pense ici à Maurice Barrès. Dans La sensibilité d'Henri Chambiges, Barrès commente l'affaire en adoptant le même langage et la même logique que dans sa trilogie Le culte du moi, dont le premier tome, Sous l'œil des barbares, avait paru en février 1888 chez Le Maire. Pour Barrès, les éléments rencontrés chez Henri Chambiges, cette culture intime des émotions, ce dédain des lois ordinaires de la vie, cette facile acceptation de la mort, sont les traits principaux de l'âme contemporaine la plus neuve. Assurément, quelques-unes des façons de sentir qu'on trouve en Chambiges ont été exposées dans la littérature du temps. Mais, estime Barrès, Henri Chambiges s'est écarté sur un point très grave de la conception de la vie que nous présentent les grands esprits de sa race. Si le jeune homme s'est révélé merveilleusement doué pour sentir, très ardent à saisir des émotions nouvelles, très clairvoyant pour observer ses frissons, il n'a pas trouvé la méthode pour les utiliser. Aussi, la faute de Chambiges relève-t-elle avant tout d'un manque de discernement. C'est pour avoir négligé tout un côté de l'enseignement de ses maîtres préférés qu'il a glissé dans ce drame, indique Barrès. À quel maître Barrès fait-il allusion? Quelques noms surgissent bientôt, Goethe et Renan dans l'ordre intellectuel, ainsi que le Benjamin Constant du journal intime et le Sainte-Beuve de volupté dans l'ordre sentimental. La notion de maître revêt la plus grande importance chez Barrès, comme l'atteste l'oraison sur laquelle s'achève Sous l'œil des barbares, citation numéro 4 de l'exemplier. « Ô maître, je me rappelle qu'à 10 ans, quand je pleurais contre le poteau de gauche sous le hangar au fond de la cour des petits, et que les cuistres, en me bourradant, m'affirmaient que j'étais ridicule, je m'interrogeais avec angoisse. Plus tard, quand je serai une grande personne, est-ce que je rougirai de ce que je suis aujourd'hui? Ô maître, dissipe la torpeur douloureuse pour que je me livre avec confiance à la seule recherche de mon absolu. Toi seul, ô maître, si tu existes quelque part, axiome, religion ou prince des hommes. » Chez Barrès, en matière de prédécesseurs admirés, les noms de Constant et de Sainte-Beuve jouissent d'une auréole particulière puisque l'auteur fera d'eux, dans Un homme libre, 1889, ce qu'il nomme ses intercesseurs, à savoir moins des maîtres à penser que des maîtres à sentir. L'objectif, la conquête systématique du moi dans un rituel d'auto-analyse calqué sur les exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Maître et intercesseur aident à dégager une méthode permettant à l'égotiste de triompher de la sécheresse et de l'éparpillement qu'il voit régner au dehors. Car il y a pour le jeune Barrès un net clivage entre le dedans et le dehors. C'est ce qui nous ramène à l'article du Figaro. Chambiges a, selon Barrès, franchi les premières étapes de toute âme qui veut se développer. Citation numéro 5. Et le début, Barrès cite le texte de Chambiges dans ses mémoires. « Celle que j'aime n'est pas si belle que je la vois. En croyant aimer une femme, je n'aime que l'erreur de mon esprit. » Il se rend compte, c'est Barrès qui écrit, que nous n'aimons jamais que notre propre image projetée devant nous. Nous sommes incapables de connaître rien autre que notre âme. En baisant les mains de notre maîtresse, c'est nous-mêmes que nous adorons. Il accepte toutes les émotions. Il veut qu'en lui, toutes les notes de l'univers viennent se répercuter. Il aspire, comme les plus grands idéalistes, à faire de son âme le son total de l'humanité. Jusque-là, Barrès souscrit à tout. Ses côtés de la sensibilité de Chambiges sont excellents. Son journal où il se fait connaître est tout à fait remarquable. Là où Chambiges s'écarte de la voie des maîtres, c'est quand il tente de transposer ses rêves délicats dans le monde actuel, au lieu d'en meubler son imagination, et surtout, sa solitude, car celle-ci a valeur de sanctuaire pour le jeune homme décadent. Barrès en prend Renan à témoin. Citation numéro 6. La vulgarité des hommes fait de la solitude morale le lot obligé de celui qui les dépasse par le génie ou par le cœur. Il faut donc se composer un petit monde divin à soi, se tailler un vêtement dans l'infini. Il faut pouvoir dire mon infini, comme les simples disent mon Dieu.
Décidant de ne pas déterminer si le cas d'Henri Chambige est une erreur de théoricien qui n'a pas compris la nécessité de se dédoubler, de se conformer dans sa vie extérieure aux opinions communes, ou la défaillance d'un analyste de 22 ans qui a été empoigné par sa passion et affolé en dépit de ses raisonnements, Barrès imagine un Henri Chambige mieux averti. Citation numéro 7. Comme l'accusé de Constantine, ce Chambige amélioré se cultive soi-même. Il cherche de toutes parts des émotions pour embellir son rêve. Il n'a souci que d'être ardent et clairvoyant. Sa grande préoccupation est d'éviter ces deux écueils de l'analyste sentimental, la stérilité et l'emballement. L'observation intérieure dessèche très vite l'âme. Il faut alors recourir à quelque émotion féconde. L'amour est peut-être l'émotion qui pénètre et baigne l'âme le plus profondément. Mais le Chambige que j'imagine n'eût pas permis à l'amour de le dominer. Cela est essentiel. L'amour est un égarement passager. L'analyste sentimental doit couper court à sa passion et rapidement rentrer dans son univers fermé, où le vrai plaisir commence avec la mélancolie de se souvenir. Sans son crime, Chambige aurait épargné des souffrances à 6 ou 7 personnes, et son incontestable talent d'écrivain aurait honoré sa génération. Il me reste un troisième témoignage à examiner avant de tirer quelques conclusions sur le portrait du décadent jeune homme que suscite le cas d'Henri Chambige. À la différence des deux premiers exemples, ce troisième texte prend le détour de la fiction. Il s'agit du roman de Paul Bourget, Le Disciple, 1889, mais dont, pour les besoins de mon propos, je ne vais retenir que la préface. Celle-ci s'intitule significativement « À un jeune homme », désignant ainsi le dédicataire de Bourget, citation numéro 8. « C'est à toi que je veux dédier ce livre, jeune homme de mon pays, à toi que je connais si bien, quoique je ne sache de toi ni ta ville natale, ni ton nom, ni tes parents, ni ta fortune, ni tes ambitions. Rien, sinon que tu as plus de 18 ans et moins de 25, et que tu vas cherchant dans nos volumes, à nous, tes aînés, des réponses aux questions qui te tourmentent. » Cette préface fait penser à la dédicace d'un homme libre de Barrès. À quelques collégiens de Paris et de la province, j'offre ce livre, j'écris pour les enfants et les tout jeunes gens. Boutade exceptée, et avec Barrès, on n'est jamais à une raillerie près, le lecteur visé a également de 18 à 25 ans chez Barrès. Il est significatif que Bourget et Barrès interpellent directement le jeune lecteur puisque, comme l'a judicieusement fait valoir Pierre City, nous nous trouvons moins devant une représentation de la jeunesse que devant une jeunesse en représentation. Pour nous en convaincre, nous n'avons qu'à considérer la préface, encore une, dont Jean de Thinan accompagne son roman « Penses-tu réussir » en 1897. Celui qui a écrit ces pages est aussi jeune que celui qui en est le héros, et ils réclament tous deux le bénéfice de cette jeunesse. Pourtant, dans la préface du Disciple, la condition de jeune homme de 1889 n'est guère placée sous d'heureux auspices. Bourget, qui parle au nom de la génération des jeunes gens de la guerre, celle de 1870, se concentre sur la crise morale dans laquelle la France est plongée depuis la défaite contre la Prusse. En l'espace d'une vingtaine d'années, le qualificatif historique de décadence s'est imposé pour exprimer, en des cercles étroits, ce qui était confusément ressenti, le trouble d'une époque qui se jugeait déséquilibrée, parvenue à l'extrême limite de la civilisation. La préface du Disciple, à l'instar d'autres écrits de Bourget datant de la même époque, notamment le roman Mensonge en 1887 ou les essais de psychologie contemporaine en 1883, montre bien cette conviction si répandue que l'homme avait été trop loin, que la littérature ne pouvait plus avoir d'autre but que de fournir des jouissances rares à des esprits désabusés pour avoir goûté à la vie et à la connaissance. À rebours, en tire la leçon. Ainsi, Bourget, sans nommer Henri Chambige, mais le lecteur de 1889 l'aura reconnu sans difficulté, met son destinataire en garde contre deux formes de tentation également redoutables et funestes. La première concerne le type du positiviste brutal qui abuse du monde sensuel. La seconde, qui nous intéresse davantage car c'est sous cette catégorie qu'il faut placer non seulement Chambige, mais aussi l'égoïste subtil et raffiné imaginé par Barrès dans Un homme libre, touche le sophiste dédaigneux et précocement gâté qui abuse du monde intellectuel et sentimental.
Tout comme France et Barrès, dans les deux premiers témoignages littéraires que j'ai cités, Bourget tente une caractérisation morale de ce cynique jongleur d'idées. Citation numéro 9. Il a, lui, toutes les aristocraties des nerfs, toutes celles de l'esprit, et il est un épicurien intellectuel et raffiné. Ce nihiliste délicat, comme il est effrayant à rencontrer, et comme il abonde. À 25 ans, il a fait le tour de toutes les idées. Son esprit critique, précocement éveillé, a compris les résultats derniers des plus subtils philosophes de cet âge. Le bien et le mal, la beauté et la laideur, le vice et la vertu lui paraissent des objets de simple curiosité. Pour lui, rien n'est vrai, rien n'est faux, rien n'est moral, rien n'est immoral. C'est un égoïste subtil et raffiné dont toute l'ambition consiste à adorer son moi, à le parer de sensations nouvelles. Ne sois pas ce jeune homme, implore Bourget, c'est-à-dire ne sois pas un Henri Chambige, ni un Robert Gresloup, du nom de son avatar fictionnel dans Le Disciple, que Paul Marguerite qualifie de parodie de lui-même, gnome sadique, casuiste de l'analyse perverse. Nous quittons dès lors le domaine de la prose décadente pour entrer dans celui du roman à thèse. Au fond, Bourget touche le cœur du problème dès qu'il demande au jeune homme de 1889 « Mais ce n'est pas assez de savoir mourir, es-tu décidé à savoir vivre ?» Le type du jeune homme décadent, exemplairement personnifié par Henri Chambige dans la réalité, est un personnage voué à la mutation au cours des années 1890. Sensible aux séductions de la mort et de beauté malsaine, avec le désœuvrement d'un dilettante et la morgue d'un dandy, ce jeune homme entame à la fin du 19e siècle la traversée d'un désert spirituel et moral, à la sortie duquel une révélation puissante l'attend, la vie. Après avoir frénétiquement recherché l'originalité sous la dictée de ses chimères et de ses lubies, il change de credo et passe de l'inaction studieuse et de la déréliction macabre au désir d'action et au ressaisissement vital. Ou sinon, il risque de se fourvoyer avec les conséquences funestes que l'on sait depuis Henri Chambige. Le cas d'Henri Chambige offre ainsi une représentation révélatrice du jeune homme décadent, non seulement par le portrait moral qu'il suscite, et nous avons vu à travers les textes de France, Barrès et Bourget à quel point il s'agit d'un parangon de décadentisme, mais aussi par le contexte intellectuel dans lequel le drame de Constantine est survenu. Toute une littérature de jeunes gens s'épanouit entre 1887 et la fin de la décennie suivante. À l'époque du disciple et du culte du moi, le jeune homme est véritablement un personnage régnant. Outre les œuvres déjà citées de Bourget, Barrès, Tinant, cas à part puisque la recherche de modèles s'y exaspère jusqu'au pastiche. Il suffit de penser à Sébastien Roch de Mirbeau, à Madame Lamort et les hors-nature de Rachilde, aux disciples aimés d'Abel Herman, parmi d'autres illustrations possibles. Déjà en 1872, Zola faisait de Maxime Saccard dans La Curée cet hermaphrodite étrange venu à son heure dans une société qui pourrissait. Évoquons de même quelques cas extra-hexagonaux, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, Anatole d'Arthur Schnitzler, le jardin de la connaissance de Léopold Andrian. Allons jusqu'au désarroi de l'élève Turles de Musil, les cahiers de Maltella Ritzbrigg de Rilke. Ces cas suggérant la persistante difficulté du jeune homme dans le premier tiers du XXe siècle pour vaincre les forces de décadence et retrouver l'harmonie en lui-même. Sans doute Jean-Christophe de Roland, chéri de Colette, porte-t-il encore la marque de ce cynique jongleur d'idées, pour reprendre les mots de Bourget. Non seulement le jeune homme règne-t-il dans cette littérature fin de siècle, mais il est le destinataire idéal choisi par l'auteur, qui souvent n'est pas lui-même beaucoup plus âgé. Nous avons vu Bourget dédier la préface du disciple au jeune homme de 1889 et Barrès adresser son homme libre aux collégiens de Paris et de la province. Gide n'agira pas autrement d'André Walter aux nourritures terrestres. Et Eugène Melchior Voguet, l'auteur du fameux essai sur le roman russe en 1886, intitule un article dans les débats du 1er janvier 1890 à ceux qui ont 20 ans. L'affaire Chambige éclate ainsi dans un contexte où se met en scène, en même temps que la fin de la jeunesse, le renoncement au symbolisme et à la décadence. Car vers 1890, la dialectique du maître et du disciple vit une période d'ébranlement. Le jeune homme se heurte aux moi déjà formés, les adultes, et revendique, contre eux, le pouvoir de librement grandir et développer ses virtualités.
J'ai mentionné l'oraison de Sous l'œil des barbares de Barrès. Appel au maître à un moment où ce mot s'entoure d'incertitude et de méfiance. Ô maître, si tu existes quelque part, axiome, religion ou prince des hommes. Barrès fera de la fin de la jeunesse le thème central des Déracinés en 1897, le parcours parisien de 7 provinciaux lorrains, surexcités par les idées de grandeur que leur a infusé leur professeur de philosophie à Nancy, est révélateur de l'équation qu'applique désormais l'ancien prince de la jeunesse, passé de l'adoration du moi individu à celle du moi nation. D'un côté, les esprits forts qui s'acclimatent ou sages qui suivent la voie de leur race, et de l'autre, les dégénérés qui succombent aux fallacieuses promesses d'une liberté désencadrée. Nous ne saurons jamais ce que nous eût donné sans son malheur Henri Chambige, écrit Paul Marguerite. En assassinant Madeleine Grille, c'est à la virtualité même du jeune homme décadent qu'Henri Chambige assénait le plus dur coup. Merci.